Bonjour. Alors mes recherches m'ont amené à savoir avec certitude que Charles a fait partie du dernier convoi parti de Pantin le 15 août 1944, destination l'Allemagne. L'été 44, au mois d'août 44, les Allemands règnent en maître sur notre pays depuis 4 années lorsque survient le débarquement allié en Normandie le 6 juin. Et on peut dire que pour les nazis, c'est vraiment le début de la fin à ce moment-là. Paris sera libéré le 25 août 44, mais 10 jours avant, le 15 août, ils s'interrogent, les Allemands. Si nous devons abandonner Paris, quel sort allons-nous réserver aux milliers de prisonniers qui se trouvent à Drancy, les résistants de Fresnes, à Romainville et d'autres? Est-ce qu'on les libère? Est-ce qu'on les massacre ou on les déporte dans nos camps? En fait, ça se passera autrement. Il y aura les SS qui auront tendance à vouloir les emmener dans les camps et d'autres Allemands, des militaires non SS qui seraient pas loin d'être d'accord pour les libérer. Des ordres, des contre-ordres, des pressions internationales, l'intransigeance folle d'Hitler lui-même, la sagesse de certains officiers allemands, la grève de la police, la grève des cheminots à ce moment-là sur Paris, les sabotages, des bombardements des voies de repli vers l'Est, etc. La période est, une fois de plus, très confuse. Charles est dans sa cellule de Fresnes depuis plusieurs semaines. Dans ce contexte, nous pouvons imaginer son état d'esprit, tour à tour pessimiste. Demain il nous liquide, je serai fusillé. Ou optimiste. Encore quelques jours et c'est la liberté. Je rejoindrai les patriotes parisiens pour participer à l'anéantissement des fous d'Hitler, à la libération de Paris, ou pour retourner au plus vite chez moi, à Saint-Georges-du-Vièvre. Un livre célèbre de Dominique Lapierre et Larry Collins, Paris brûle-t-il, en a été fait un film, et en vous lisant quelques extraits de ce livre, Paris brûle-t-il, on se rend compte de l'ambiance de l'époque en cet été 44. Une forêt de panneaux indicateurs avait poussé place de l'Opéra, devant les chaises d'osier du Café de la Paix. Les directions qu'ils indiquaient portaient des noms étranges. Der Militarbefehlshaber in Frankreich, Général der Luftwaffe et Hauptverkehrsdirektion Paris. Cet été, une nouvelle pancarte avait été ajoutée. On pouvait y lire « Zur Normandie Front ». Jamais les larges boulevards de la ville n'avaient paru aussi vides. Il n'y avait pas d'autobus. Les taxis avaient disparu depuis 1940. Les quelques véhicules qui avaient un Ausweis allemand pour circuler utilisaient du gaz de charbon de bois comme carburant. On appelait ce dispositif le gazogène. Il répandait une fumée noire et âcre dans les rues. La bicyclette et la voiture à cheval étaient les reines du pavé. Le métro fermait de 11h à 15h, chaque jour, ouvrable, et toute la journée pendant le week-end. Le soir, il cessait de fonctionner à 23h. Le couvre-feu était fixé à minuit. 3 jours par semaine, les débits de boissons ne servaient pas d'alcool. Aux terrasses de leur café, les Parisiens dégustaient à la place un liquide noirâtre à base de glands baptisé Café National. La capitale était pratiquement privée d'électricité et de gaz. Les ménagères avaient appris à faire leur cuisine en brûlant des boulettes de papier dans des petits fourneaux fabriqués avec des boîtes de conserve. Mais surtout, Paris avait faim. Devenu un grand village, Paris s'éveillait chaque matin au chant du coq. Les Parisiens avaient transformé leurs baignoires, leurs placards, leurs chambres d'amis en poulaillers. Des enfants élevaient des lapins dans les coffres à jouets de leur chambre. Pour nourrir leur cheptel, ils allaient chaque matin avant l'école arracher quelques touffes d'herbe interdites dans les jardins publics. Paris avait cependant gardé son cœur d'avant-guerre. Jamais ces femmes n'avaient semblé plus jolies. 4 années de restrictions et de bicyclettes quotidiennes avaient durci leur corps et affiné leurs jambes. Et malgré la rareté des tissus, elles portaient cet été-là de grands chapeaux à fleurs comme dans les tableaux de Renoir. En ce mois d'août 44,
Les Parisiens étaient restés chez eux. La guerre faisait rage sur le sol de France et rares étaient ceux qui avaient pu aller à la mer ou à la campagne. Beaucoup d'écoles étaient ouvertes. Des milliers de gens se doraient au soleil sur les berges de la Seine. Cet été-là, les eaux du fleuve étaient la plus grande piscine du monde. Quelques cinémas restaient ouverts grâce aux générateurs électriques actionnés de vaillants pédaleurs. Le Gaumont Palace annonçait un parking gratuit pour 300 bicyclettes. Le sort de Paris allait-il être un saccage, un incendie provoqué par les nazis avant de partir? En fait, Paris a failli brûler. En résumé, Hitler avait donné l'ordre de faire de Paris un champ de ruines. Et le général von Schultist avait refusé cet ordre. De la même façon, le convoi avait failli ne pas partir. Mais le convoi partira. À Fresnes, le 15 août 1944, les 2000 hommes du convoi furent extraits de leurs cellules aussitôt après le départ des autobus des femmes. Ce 15 août 1944, après que les autobus aient traversé Paris et amené les prisonniers de Fresnes, entre autres, jusqu'à Pantin, à la gare de Pantin, le torride soleil d'août brûlait les toits des wagons. Il faisait chaud ce jour-là. Un bestiau qui attendait sur une voie de garage de la gare de Pantin. Dans chaque wagon, plus étroitement comprimé qu'aux heures d'affluence du métro, la cargaison humaine choisie par les SS pour être déportée en Allemagne suffoquait dans la chaleur. 2200 hommes et 400 femmes, soit quasiment 8 sur 10 de tous les détenus de Fresnes, de Romainville, l'élite de la résistance française, attendaient désespérément le départ du train. 92 femmes étaient entassées dans le wagon de Jeannie Rousseau. Elle raconte « Il n'y avait même plus, rappelle la jeune femme, de place pour notre propre sueur. L'unique lucarne obstruée par des planches et des barbelés était trop haute pour voir ce qui se passait dehors. Jamais Jeannie Rousseau n'oubliera cette sensation de lente asphyxie qu'elle éprouva pendant les premières heures passées dans le wagon. Une à une, les femmes commencèrent à se déshabiller, ne gardant que leurs sous-vêtements. Dans un coin du wagon, près du récipient de fer blanc qui servait de seau hygiénique, les femmes dégagèrent un minuscule morceau de plancher où 3 prisonnières accroupies pouvaient se reposer. Les autres, debout, attendaient leur tour pendant des heures. Dans le wagon voisin, celui d'Yvonne Panier, les prisonnières étaient moins nombreuses. La journaliste bretonne se souvient que les femmes pouvaient s'y accroupir, les genoux sous le menton, mais l'une après l'autre, elles s'évanouissaient dans la chaleur. À la tombée de la nuit, la première des 6 femmes qui devaient mourir dans ce wagon commençait à délirer. Tout à coup, la porte s'ouvrit. Yvonne Panier reconnut sur le quai la silhouette massive du SS ukrainien qui dirigeait les séances de torture au quartier général de la Gestapo, avenue Foch. Il était venu souhaiter bon voyage aux prisonnières. Apercevant leur corps à moitié nu, il se mit à rire, et le souvenir de ce rire sinistre devait hanter pendant des mois Yvonne Panier. Cet homme, pensait-elle, était venu assister au départ pour l'abattoir du troupeau qu'il avait lui-même marqué au fer rouge. Les conditions étaient pires encore pour les hommes. À moitié nus, entassés à plus de 100 par wagon, ils suppliaient inlassablement leur gardien de faire partir ce maudit train. Dans son wagon, épuisé par la faim, la soif et la chaleur, Pierre le Faucheux, l'homme qui avait tant espéré éviter ce voyage, priait aussi pour que le train s'en aille enfin. Derrière lui, un prisonnier aux lèvres desséchées essayait de lécher la sueur qui coulait le long de son dos. Les uns après les autres, les wagons à bestiaux furent secoués comme les maillons d'une longue chaîne. Sur les rails de la voie du garage de Pantin, les roues hésitèrent puis se mirent à tourner. Pour 2600 malheureux, les sinistres craquements du train qui s'ébranlait mettaient fin à un cauchemar. D'un vieux wagon de bois qui emportait sa cargaison de misère et de souffrance, jaillit alors un chant que toutes les voix dans les autres wagons reprirent en chœur. C'était la Marseillaise. Quand la Marseillaise s'éteignit dans la nuit, la journaliste Yvonne Panier entendit un autre chant monter du dernier wagon du train. Elle reconnut, dominant tous les autres, la voix chaude et frémissante d'Yvonne Barat, la jeune femme qui, la veille au soir,
avait décoré de marguerites le petit hôtel de Romainville. « Ce n'est qu'un au revoir, mes frères, chantait-elle. Oui, nous nous reverrons. La vieille pendule au chiffre gothique de la gare de Pantin marquait presque minuit. Les yeux pleins de larmes, un cheminot s'adressa à une femme qui attendait devant la gare. « C'est fini, murmura-t-il, et ils sont partis. » Et oui, Paris n'a pas brûlé. Les SS ne sont pas arrivés à leur fin pour ce saccage de Paris. Le général von Schultz, aidé du consul de Suède, Nordling, a pu éviter cela. En revanche, le convoi a failli ne pas partir, et le convoi est malgré tout parti. Pour empêcher le massacre des prisonniers politiques de la région parisienne, des pourparlers en effet avaient été engagés par le consul de Suède, Nordling, avec le commandement des troupes d'occupation. Von Schultz. Mais les nazis vont s'empresser de vider les prisons pour déporter les patriotes incarcérés, combattants potentiels. Le 8 août, le pont de Nanteuil-sur-Marne, à quelques dizaines de kilomètres à l'est de Paris, avait été détruit par l'aviation alliée et le convoi, parti de Pantin, fut bloqué dans le tunnel de Nanteuil, à la suite du bombardement. Et un transbordement a été rendu nécessaire. Le train ne parcourra que 70 km au cours de la première nuit de son infernal voyage. Il ne parviendra qu'au bout de 2 jours à Bar-le-Duc. La chaleur torride régnant dans les wagons surchargés accroîtra les souffrances des malheureux emprisonnés. La soif sera pour eux un continuel supplice. 40 prisonniers mourront au cours de ce transport. Plusieurs parviendront à s'évader. D'autres, en très mauvais état physique, seront arrachés du train par la Croix-Rouge au cours des différentes étapes du voyage. En mai 1998, lorsque je me suis intéressé au sort de mon grand-père et que j'ai fait des recherches, j'ai fait la connaissance de Suzanne Gatelier-Auribeau. Suzanne a été déportée à Ravensbrück. Son mari, Roger Auribeau, est mort au même endroit que Charles. Et a donc été de ce convoi aussi du train qui a fait Pantin-Buchenwald entre le 15 et le 20 août. Je me suis rendu avec elle à cette époque à Nanteuil où le train a été bloqué. C'est à cet endroit que le convoi parti de Pantin a été stoppé car le pont sur la Marne avait été détruit. Avec elle, j'ai fait le trajet à pied entre le tunnel et la gare de Nanteuil où attendait malheureusement le 16 août 1944 un autre train pour l'Allemagne. Train qui ne sera pas stoppé, celui-là. Donc Roger Auribeau, le mari de Suzanne, se verra attribuer le matricule 77 615 à son arrivée à Buchenwald. Charles Grivillers deviendra quant à lui le numéro 77 154. Ce paysage de bord de Marne, de bois verdoyant, de ciel bleu, sera pour tous les deux le dernier coin de France qu'ils fouleront à pied. Un document d'une vingtaine de pages a été réalisé, il s'intitule Le dernier convoi. Il a été réalisé par l'Association nationale des anciens combattants de la résistance de Seine-et-Marne, puisque Nanteuil-Sancy se trouve en Seine-et-Marne. Il y a quelques années, un wagon à la gare de Nanteuil commémore ce qui s'est passé, le transbordement de ce train qui a été bloqué, ce transbordement. Et dans ce document, dans ce cahier de la résistance qui a été fait, qui s'intitule Le dernier convoi, nombreux témoignages ont été collectés et je vais vous en lire quelques-uns. Avant, je vous rappelle un petit peu l'itinéraire de ce train, de ce convoi. Il est donc parti de Pantin le 15 août vers 23h. Il a été bloqué toute la journée le 16 août à Nanteuil-Sancy, en Seine-et-Marne. Il a été dans la nuit du 17 au 18 août à Bar-le-Duc. Il a fini par arriver à Weimar, c'est-à-dire la grande ville près de Buchenwald, que le 19 août. Et il a continué son voyage avec les femmes jusqu'à Ravensbrück
pour arriver le 21 août. C'est-à-dire que les femmes, elles ont eu un voyage de 6 jours et les hommes un voyage de 5 jours. Quelques témoignages. Radio Fresnes, entre guillemets, nous passait depuis quelques jours des messages enthousiastes sur l'arrivée triomphale des troupes américaines. Elles étaient à Rambouillet, elles pourraient libérer Fresnes d'une heure à l'autre. Et puis l'angoisse nous étreignait. Quel serait notre sort dans ce moment tragique? Est-ce que les Allemands nous emmèneraient dans un camp de concentration? Est-ce qu'ils nous fusilleraient dans les fossés de la prison avant de déguerpir? Ces idées sombres traversaient nos esprits. Autre témoignage. On nous a rassemblés à plus de 800 hommes dans les couloirs de Fresnes. Au fond du couloir, on entendait des voix de femmes chanter la Marseillaise. Aux terrasses des cafés, une foule nombreuse, poussée par la chaleur douce, se désaltère et devise. Le regard à peine détourné par cet étrange convoi de camions bâchés et d'autobus qui faisaient le voyage de Fresnes à Pantin. Groupés sur le quai comme un vulgaire bétail et poussés hâtivement dans les wagons à bestiaux à raison de 100 bas par wagon. Il fait déjà une chaleur torride, ni paille, ni banc. Il est impossible d'être assis tous simultanément sur le plancher. Les lourdes portes se sont refermées, nous étouffions, littéralement. Un air rare pénètre par les lucarnes garnies de fils de fer barbelés. Vers 14h ou 15h, ordre nous a été donné de monter dans les wagons. C'est alors la ruée dans le plus grand désordre, dans l'espoir de trouver la place la moins mauvaise vers la lucarne le long des cloisons. Là commence à ce moment précis le chacun pour soi. La lutte pour survivre sans le moindre concession. Les plus jeunes, les plus vieux sont refoulés, bousculés, relégués à l'arrière sans ménagement. Une étape à coup sûr vient d'être franchie. Nous ne sommes plus des hommes, mais seulement des bêtes pour un instant, en une fraction de seconde. Spectacle qui semble remplir d'aise nos bourreaux. Nous en prenons conscience et la honte nous envahit. Il fait une chaleur étouffante dans ce wagon placé en plein soleil d'août depuis peut-être plusieurs heures. Chacun s'efforce à trouver sa place, ce qui est bien difficile, l'espace est restreint, nous sommes trop nombreux et peu enclins à faire des concessions. Le problème le plus important est posé par la présence de la tinette, car nul ne la veut près de lui, placée au centre, enfin près de la porte, toujours ouverte pour l'instant. Le problème reste entier pour y accéder. Quelle chaleur, quelle atmosphère irrespirable. Il nous vient à regretter le confort bien relatif de nos cellules. Combien de temps allons-nous devoir vivre ainsi? L'après-midi s'écoule difficilement. Dehors, souvent des bruits de fusillade. Nous attendons, entassés comme des bêtes, avec impatience le départ, bien que la destination nous préoccupe. L'Allemagne, à coup sûr, mais où? Un point semble acquis. Nous n'allons pas vers une exécution massive et immédiate, comme nous le craignons, et nous reprenons courage. Le moral remonte un peu. Les heures tournent toujours rien. La vie dans ce maudit wagon n'est décidément pas facile. Voici plus de 8 heures que nous y sommes, serrés les uns contre les autres. Les bagarres sont fréquentes, pour un rien, pour un déplacement, pour assouvir un besoin urgent, pour une jambe coincée ou engourdie. Nous sommes là, inquiets, fatigués de penser et de subir. 21 heures, toujours rien. Il fait encore jour, mais la température devient plus supportable. Toujours l'attente. Notre train s'ébranlera vers 23 heures. Soudain, vivante, irrésistible, la Marseillaise éclata, belle comme un défi, se répercutant de wagon en wagon. Le convoi c'était... Alors là, c'est l'arrivée le 16 août au tunnel, justement, qui était bloqué à Nanteuil. Le convoi s'est immobilisé dans le tunnel. Nous n'en connaissons pas la cause, et dans l'obscurité, avec la vapeur et la fumée de la locomotive, l'angoisse a fait place à la peur et à la panique. A fait place à la peur et la panique n'a pas tardé à suivre. Beaucoup de camarades étaient persuadés que nous allions être exterminés. 25 wagons se trouvaient sous le tunnel, qui s'emplit bientôt de fumée. Nous pensions que les Allemands allaient nous laisser nous asphyxier par représailles au sabotage du tunnel. En fait, la locomotive continuait de fonctionner et remplissait le tunnel de fumée.
Nous pensions que nous allions être emmurés dans ce tunnel, aussi les femmes du wagon se sont mises à chanter la Miserere. J'ai essayé de leur faire comprendre qu'ainsi on supprimait davantage d'oxygène et qu'il fallut se taire, mais en vain. Les témoignages sont très nombreux. Il y en a un de Jean-Pierre Couture. Jean-Pierre Couture, qui a fait partie de ce convoi, qui a été déporté à Buchenwald. Couture, le père de Charles-Élie Couture. Nous avons traversé un village et malgré les cris et les coups de crosse de nos gardiens, les villageois allaient au-devant de nous, un broc, une carafe d'eau, même des bouteilles d'eau à la main, et nous donnaient à boire. Certains SS s'amusaient à renverser les seaux à coups de pied. Il y eut donc aussi quelques évasions. Lors d'une diversion provoquée par la présence d'une borne fontaine, des femmes s'étant précipitées pour se désaltérer, l'une d'elles s'est réfugiée dans l'immeuble attenant. C'était la maison de M. Haus, le garde champêtre, qui l'a cachée pendant le temps que le reste de la colonne passait. Mais des jours sans boire, ce fut pour certains fatal, surtout dans le wagon où nous étions 120. Il est naturellement impossible de s'allonger, difficilement assis, enchevêtrés les uns dans les autres sous le soleil torride. La nuit, les rapports deviennent plus tendus, arrêts innombrables avec multiples coups de frein, secousses et chocs impitoyables. Uriner est tout un problème, le reste pire encore. Et toujours la soif. Le 3e jour, marque de lassitude et abattement accentués chez le détenu, perte de connaissance, dérangements cérébraux, œdème des membres inférieurs exténué. Un prisonnier devenu fou, on a dû l'attacher. J'ai donné ma ceinture à cet effet. J'ai vu des hommes creuser leur tombe le long des voies. Les Allemands en ont fusillé. Je ne peux situer où. Nous nous sommes arrêtés en gare de Nancy. Là, quelques cheminots nous ont donné de l'eau et un peu de nourriture. Les témoignages sont très nombreux, je n'en ai vraiment lu que quelques-uns. Ainsi s'achève l'histoire du dernier convoi de déportation parti de Paris. Désormais, il n'y aura plus que les 77 000 et les 57 000 pour les femmes de Ravensbrück, dont le nombre va cesser de s'amenuiser au cours des 9 mois qui vont suivre. Ce convoi était à l'image de la France résistante. Ils étaient de tous les réseaux, de tous les mouvements de résistance. Ils étaient de tous les métiers. Ils appartenaient à toutes les couches de la société, paysans, industriels, ouvriers, médecins, prêtres, gendarmes issus de l'aristocratie, des aviateurs alliés aussi, abattus au cours des missions au-dessus de notre pays. Ils et elles venaient de toutes les régions, arrachés des prisons du Mans, de Dijon, d'Évreux, d'Orléans et rassemblés à Fresnes ou à Romainville.